Donc je rappelle que c'est censé être une conférence de presse pour rendre compte des résultats partiels de plus de 2 ans de travail, fait surtout à nuit debout, par différentes personnes à moi-même, au sujet des théories de l'extrême droite. Donc, théories avant tout philosophiques, mais aussi le domaine de la pensée. Le déclencheur est la venue des principaux partis politiques d'extrême droite européens demain à Nice, le 1er mai 2018. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2018. Partis d'extrême droite européens qui viendront à Nice pour fêter leur 1er mai à eux, à l'invitation de Marine Le Pen, qui a probablement voulu fuir le 1er mai parisien, qui, 50 ans après mai 68, risque d'être fort à Paris. Je vous propose de vous faire une présentation très courte de la totalité, pour être sûr de pouvoir m'arrêter en ayant dit quand même un peu tout ce que je voulais dire. Mais après vous avoir présenté les choses de manière courte, je vous propose d'essayer de les développer un peu plus, tout en essayant de m'arrêter au bout d'1 heure environ pour vous laisser faire des questions-réponses. Donc, l'exercice de style de faire une conférence de presse, c'est nouveau pour nous. Je suis habitué à donner des conférences dans des congrès universitaires. J'en ai beaucoup donné dans ma vie, mais c'est ma première conférence de presse. Et comme il était prévu, la presse n'est pas au rendez-vous, si ce n'est la nôtre propre, qui est la plus importante, vu qu'à Paris ailleurs, on nous demande une vidéo de cet événement. Mais nous avions, en amont de cette conférence de presse, décidé qu'il serait bien de la faire quand même, étant conscient des grandes chances de la rater, parce que c'est une sorte de prototype. C'est censé être le prototype de nos rangs d'action politique militante que nous voulons faire à l'avenir par rapport à l'extrême droite, un peu partout en Europe, pour contrer d'éventuelles conférences données par des intellectuels de l'extrême droite européenne qui, comme à l'accoutumée pour ces personnalités, pour elles, se présentent comme des penseurs non conformes. En italien, du moins, c'est l'expression typique. Le but pour nous, c'est de les démasquer, c'est-à-dire nos 2 ans et passes d'études minutieuses des théories d'extrême droite actuelles nous ont amené à fixer un jugement quant à la question de savoir si ce sont simplement ces penseurs, Madame Benoît et d'autres, simplement des penseurs modernes, enfin, moderne n'est pas le terme, des penseurs qui pensent de manière nouvelle, ou bien si ce sont, comme hélas nous avons cru le découvrir et nous pensons pouvoir le démontrer, essentiellement des penseurs néo-nazifascistes. Et donc le but d'événements militants qui seraient des avatars de cette première expérience faite ici, serait, encore une fois, au coup par coup, remettre les pendules à l'heure. Quand ces penseurs, sillonnant l'Europe, présentent des idées qui sont en cachette vraiment néo-nazifascistes, mais font semblant, et avec succès, font semblant que non, le but c'est de les démasquer. Donc le fait que cette séance-ci comporte des éléments de ratage n'est pour nous pas trop grave, enfin c'est quelque chose que nous avons prévu. Donc, je vais essayer de vous donner une présentation sommaire de la chose. C'est un travail d'équipe, mais c'est moi qui parle, et je vais donc essayer de donner quand même des éléments de compréhension sur la main qui écrit le texte que vous allez, pour ainsi dire, lire. Donc je suis philosophe et logicien, chercheur précaire, ultra précaire, c'est-à-dire que je suis chômeur. Ça c'est mon doctorat qui est sur la théorie des oppositions. C'est une théorie mathématique que j'ai développée avec d'autres. J'ai, comme tout chercheur, même si ultra précaire, publié de nombreuses choses, et notamment des choses de type justement mathématique, comme celle-ci, dans l'ouvrage de maths.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette théorie de l'opposition que je me trouve développer depuis 15 ans avec d'autres, d'autres personnes aux quatre coins de la planète, est une théorie qui, comme son nom l'indique, touche à la notion d'opposition. Or, la notion d'opposition est centrale en philosophie politique. Que ce soit les oppositions propres au féminisme, femmes-hommes, que ce soit celles propres à la politologie, ami-ennemi, que ce soit les oppositions, comme celles qui nous intéressent aujourd'hui, entre gauche et droite. Et donc c'est partant de là que je vais vous parler. Et il se trouve que, pour l'essentiel, le travail que nous avons fait est avant tout un travail de cartographie. Nous avons lu les productions d'extrême droite, donc vous avez un petit échantillon ici. Là vous avez des livres d'extrême droite écrits par des Italiens. Ça, c'est des livres d'extrême droite écrits par des Allemands ou des Autrichiens, ils sont en allemand. Ça, c'est en français, ça, c'est en anglais. L'échantillon est petit, mais en réalité, la production est grande. Ça, c'est en espagnol. Et là, c'est un célèbre philosophe d'extrême droite qui s'appelle Dugin, traduit en français, préfacé par Soral. Donc, notre travail, au départ, a été un travail de cartographie. Nous avons essayé simplement de comprendre combien il y avait de penseurs à droite à gauche et sur quoi ils travaillaient. Mais après, une question cruciale dans le débat actuel, c'est de savoir si ce que ces penseurs produisent est quelque chose de recevable ou pas. Leur thèse, c'est qu'ils sont en train de penser la réalité telle qu'elle est, et qu'eux sont responsables, là où par exemple la gauche est totalement irresponsable, par exemple sur la question des migrants. Et là-dessus, pour discuter, il faut rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire il faut ces livres les lire, avec le danger d'en être séduit. Et pour revenir donc à ce que je présentais comme étant ma formation à moi, de philosophe contemporain et de mathématicien spécialisé dans la théorie mathématique des oppositions, il se trouve que pour analyser d'une manière forte cette production, deux instruments très importants sont la théorie des oppositions, qu'avec d'autres je développe depuis une quinzaine d'années, mais aussi une théorie qu'on s'est trouvé développer à Nice, qui est une théorie de l'idéologie. Et cette théorie-là, qui s'appelle théorie des pyramides idéologiques, est vraiment capitale pour arriver, par exemple, à affronter une question qui fait rage en France aussi, même chez les gens comme nous, les militants de Nuit debout, qui est de savoir si l'extrême droite est un vrai ennemi politique ou bien si l'extrême droite n'est que, pour ainsi dire, le bras armé du capitalisme, chose que beaucoup de gens à gauche ont tendance de croire. Ça, c'est une question très importante, très difficile à trancher. Et donc voilà, je vous dis comme présentation de tout début qu'il y a au moins ces trois parties du travail qui sont la lecture brutale des textes, après une réflexion sur la notion d'opposition, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que l'opposition entre gauche et droite, comment s'y rapporte le centre, qu'est-ce que c'est dans tout ça l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et puis, le troisième ingrédient que je mentionnais, c'est une théorie de l'idéologie qui va plus loin que la théorie de Gramsci. Je me dis, Théo, quand il faut que je m'arrête. Cet élément-là est très important parce que, bon, on va y revenir plus tard, mais donc il a été produit une théorie très forte, très puissante par un marxiste qui s'appelait Gramsci en Italie, en prison, sous Mussolini, dans les années 30, je crois. Et cette théorie de l'idéologie, elle a été adoptée par l'extrême droite. Et cette théorie dit, de manière très ramassée, que la manière la plus efficace de lutter politiquement, c'est de produire des livres, produire de la pensée, et avec cette pensée, conquérir des tas de positions, et c'est seulement comme ça qu'un jour on pourra faire la révolution. Or, il se trouve que justement l'extrême droite, à partir de 1968, a adopté cette position. Elle s'est revendiquée gramscienne, c'est-à-dire elle a dit cet auteur marxiste, donc d'une tradition qui n'est pas la nôtre, a dit la vérité sur ce point. Donc nous l'adoptons, et c'est à partir de là qu'est née cette production que beaucoup de gens à gauche, mais à l'extrême centre aussi, ne soupçonnent même pas exister. Un point très important, c'est que beaucoup de gens, peut-être vous qui regardez cette vidéo, en général, ne s'imaginent pas qu'il existe une montagne de livres et de très bonne qualité produits par des gens d'extrême droite. Donc cette production est liée à un positionnement relativement à cette notion d'idéologie, c'est-à-dire de combat par les idées. Or, mais il se trouve que la théorie de Gramsci, de notre point de vue, ne suffit pas, et on s'est retrouvé, en partant du terrain de notre expérience Nuit debout surtout,
en discutant dans notre groupe. C'est une réflexion que je mène moi, mais en lien étroit avec les personnes de notre groupe, dont certaines qui sont présentes ce soir ici. Cette théorie apporte des éléments nouveaux et elle est importante parce que là où la théorie de l'opposition clarifie des idées quant à savoir quelles sont les positions politiques distinctes, par exemple, d'après nous, l'extrême droite est distincte d'une position plutôt ultra-capitaliste, à la Macron, que nous appelons extrême centre, reprenant une dénomination proposée par d'autres théoriciens. Donc la théorie des oppositions sert à clarifier ça. Mais après, il y a une autre partie de la réflexion très importante pour comprendre ce que fait l'extrême droite et ce que nous pouvons faire nous, c'est de savoir comment ces polarités politiques se battent entre elles. Comment ces différentes polarités essayent de faire chuter les autres ou de leur ravir de l'électorat ou des militants. Or, c'est une question centrale en ce moment que celle qu'on appelle la question du rouge-brun, ou transformation en rouge-brune. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, mais ce n'est qu'un des ingrédients théoriques à mentionner, il y a beaucoup de gens de gauche et d'extrême gauche qui sont en train de devenir, sans s'en rendre compte, d'extrême droite. D'abord, ils deviennent quelque chose d'hybride qui est caractérisé comme rouge-brun, et à terme, selon toute vraisemblance, ils peuvent devenir brun-brun. Bon voilà, donc ça c'est une partie de la discussion. Donc pour vous situer le tout, encore une fois, il y a au moins 3 tâches qui sont l'exploration pure et simple, textuelle, qui est très difficile parce que pour lire ces textes, il faut, dans le groupe des personnes qui s'en occupent, avoir une formation en philosophie générale, c'est-à-dire connaître le corpus, mais aussi connaître la philosophie contemporaine plus précisément. Et connaître la méthodologie philosophique. Il y a plusieurs méthodologies philosophiques. C'est ce qui fait que la plupart des citoyens, même militants, même très valeureux, très intelligents, tout ce que vous voudrez, s'ils n'ont pas cette formation philosophique, et s'ils n'ont pas en équipe des gens pouvant les aider là-dessus, ils auront beaucoup de mal à se faire une idée de par eux-mêmes en lisant cette production qui est souvent très savante. Elle est faite par des poules de théoriciens, poules au sens anglais, et à l'intérieur desquels il y a des gens très bien formés à la philosophie ou à d'autres disciplines, sociologie, histoire et ce qu'on voudra. Mais donc c'est vraiment très difficile de combattre cette bataille. Alors, donc voilà pour l'autoprésentation. Et pour l'autoprésentation, si vous en touchez quand même un mot. Au niveau de la géométrie des oppositions, la structure qui va être la plus importante et qui va suffire à bien placer le discours sur l'idéologie, d'après nous, et à déjouer beaucoup de pièges intellectuels très sournois posés par la production théorique d'extrême droite, c'est une structure mathématique qui a été découverte en 1950, mais qui a été ignorée, et que notre théorie à nous de l'opposition explique depuis 15 ans, en la généralisant à l'infini. C'est une structure qui s'appelle l'hexagone logique. Bon, donc ça c'est très important parce que c'est, je n'aurai pas le temps de l'expliquer ici, mais j'espère bien qu'on pourra faire des vidéos toute une série de vidéos pour permettre aux citoyennes et citoyens de bonne volonté de se renseigner et de se former si elles et ils veulent. Cette structure, découverte en 1950, est très importante parce que c'est, on le sait maintenant mathématiquement, la condition minimum pour penser la notion d'opposition. Et toute la tradition marxiste, pour ne prendre que cet exemple, basée sur la notion de dialectique, utilise un outil, la dialectique de Hegel, retravaillé par Marx, qui, on peut le démontrer, on ne le fera pas aujourd'hui, mais présuppose la notion d'opposition. Et la présupposant, elle se plante. Donc cette structure est très importante pour corriger les ratages, d'après nous, des 3 polarités idéologiques existantes, l'extrême centre, l'extrême droite et l'extrême gauche. Et c'est ce qui va nous servir. Donc je ne fais que le mentionner ici. L'autre structure, qui est celle par contre que nous avons créée nous-mêmes, et qui nous rend pour l'instant de fief et service, c'est une structure de la théorie des pyramides idéologiques qui ressemble à quelque chose de cet ordre-là, où en violet, je représente quelque chose comme l'extrême gauche, c'est-à-dire le rouge, on va dire. En brun, ça va être le brun, c'est-à-dire l'extrême droite, c'est-à-dire le néo-nazifascisme. Et en gris, je n'ai pas de couleur grise, je vais utiliser du bleu. Ce que plusieurs théoriciens que nous suivons, comme Alain Deneau ou Chantal Mouffe, appellent l'extrême centre. L'extrême centre, c'est Macron, Renzi, Hollande, Blair, Schröder. Donc ça, c'est les 3 polarités. Simplement, il y a une transformation qui relie
l'extrême centre à l'extrême gauche, qui n'est pas très étudié, et que nous appelons le rouge-gris, ou gris-rouge. Et c'est comment des gens proches de Macron pourraient devenir de gauche, ou l'inverse, des gens de gauche, d'extrême gauche, pourraient devenir macroniens. Voilà, l'extrême centre. Ça, c'est la même chose, mais entre l'extrême centre et l'extrême droite. Et puis, il y a la chose qui est beaucoup plus discutée, et en théorie beaucoup mieux connue, qui est la question rouge-brune, mais qui, si les temps étaient différemment orientés, c'est-à-dire si en ce moment la gauche était plus séduisante que la droite, ce qui n'est pas le cas, l'extrême gauche plus séduisante que l'extrême droite, ça pourrait être la transformation inverse, c'est-à-dire la transformation brune-rouge. Brun-rouge, c'est ce que rêve Mélenchon. Mélenchon rêve de reprendre l'électorat Front National. Bon, voilà. Mais comme ce qui se passe en ce moment va plutôt dans l'autre sens, on l'appelle le rouge-brun. Donc pour vous dire que la théorie dont je ne vais pas pouvoir vous parler ce soir, mais je préfère vous en toucher mot quand même, des pyramides idéologiques, développe un autre schéma de type mathématique qui est de cet ordre. Et il contemple aussi les transformations réflexives. Là, il y a la transformation brune-brune, la transformation rouge-rouge et la transformation grise-grise, qui ici dans mon dessin sera bleu-bleu. Alors, juste pour vous donner une idée intuitive de la chose, la transformation brune-brune, c'est ce qu'a fait l'extrême droite en 1968 avec la fondation du Grèce. C'est-à-dire qu'elle a fait peau neuve. C'est censé être la discussion centrale aujourd'hui. La transformation grise-grise, c'est à discuter, mais ça peut être la création en France par Macron, par exemple, en ce moment, d'une polarité extrême-centre, mais qui est un phénomène qui se passe partout, où donc on invente un concept nouveau. Là, il fait fusionner la social-démocratie et le libéralisme, en faisant le social-libéralisme, qui est ce qu'on reprochait à Hollande et d'autres. Et c'est quelque chose qui a commencé au moins au début des années 2000. Donc c'est étudié, par exemple, par Chantal Mouffe. Et la transformation rouge-rouge, d'après nous, c'est ce qu'il faudrait faire à gauche, à l'extrême gauche. Et juste pour vous en toucher un mot, il y a des raisons de penser qu'il y a des théoriciens de très haut niveau qui l'ont commencé en 1988. C'est le cas de Badiou avec L'être et événement. Badiou développe une position qui est communiste, mais qui n'est plus marxiste. Cette chose est peu connue, mais Badiou est un critique farouche du marxisme, alors même qu'il adore le marxisme, il en est issu. Mais sa grandeur philosophique, c'est qu'il a montré qu'on peut penser l'extrême gauche, et par exemple quelque chose comme l'idée ou l'hypothèse communiste, avec une conceptualité qui n'est plus celle marxiste. Voilà, ça c'était, pardonnez-moi, pour vous situer le cadre théorique de notre démarche. Maintenant, je voudrais vous mentionner le plan svelte et puis les scoops qu'on avait préparés pour la presse. Non pas de manière arbitraire, ces scoops on les a vraiment, nous les avons vraiment. Mais c'était donc au cas où le public de la presse nous aurait communiqué en off au départ, presse qui n'est pas au rendez-vous, que pour elle le seul format concevable était d'une vingtaine de minutes maximum. Donc voilà, c'était pour leur livrer le truc en 20 minutes. Mais si vous êtes d'accord, je vais vous le dire, mais après je vais essayer de développer un peu plus. Donc le plan svelte consiste à dire que notre exposé aujourd'hui voudrait traiter 4 points. Le premier point, c'est la position d'un problème. Le problème, c'est, y a-t-il une pensée d'extrême droite? Y a-t-il une production théorique d'extrême droite actuellement? Le deuxième point, c'est, en réponse à cela, une étude. C'est ce que nous avons fait pendant plus de 2 ans, avec Hervé ici présent et d'autres, et qui n'est pas terminée, et qui est une étude, donc, livre par livre, dans la mesure du possible, en plusieurs langues, en discutant, en faisant des fois des présentations, comme nous l'avons fait auprès de vous, les étudiants, syndicats étudiants solidaires. Hop là là. Et le troisième point consiste dans les résultats, c'est-à-dire que l'étude, la réflexion sur ces points en utilisant la méthodologie que nous mentionnions, nous amenait à croire trouver des résultats. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Les méthodologies que nous utilisons ne se limitent pas à ces 2 aspects formels ici. Nous utilisons par exemple beaucoup de psychanalyse de type lacanien, nous utilisons beaucoup la théorie d'Alain Badiou, nous utilisons Deleuze-Guattari, nous utilisons tous les instruments qui nous paraissent bons. Là, je ne présentais que des choses qui sont beaucoup moins connues. Donc, je disais, dans la deuxième phase, il y a une étude qui utilise les instruments du bord. D'autres nous amènent une compétence plutôt juridique,
il est besoin d'une compétence historique, c'est-à-dire qu'il s'avère que pour comprendre l'évolution d'extrême droite de sa pensée, il faut vraiment connaître l'histoire de ce mouvement. Vous me dites quand il faut que je m'arrête, hein, s'il faut changer la... J'ai déjà fait la cassette. Et donc, le troisième point, c'est les résultats. Alors, ces résultats, ils sont partiels, nous n'avons pas terminé notre étude, mais ils sont déjà terrifiants. Ils sont terrifiants. C'est un peu ce qui nous a donné le courage de proposer une conférence de presse. Même si nous étions conscients de ne pas posséder les codes de l'invitation de la presse et de communication, donc nous savions que probablement elle ne serait pas au rendez-vous. Mais par contre, nous pensons qu'au niveau du contenu, nous avons de quoi faire une conférence de presse, parce que les résultats sont terrifiants et ils sont très largement inconnus. Inconnus déjà au niveau des personnes qui sont censées être des théoriciennes, et à plus forte raison des personnes qui ne sont pas dans ce genre de compétences. Le quatrième et dernier point, donc, de ce plan que je vous présente là, de manière un peu svelte, c'est la leçon tirée de cela. Et ça va utiliser surtout ces instruments-là. Alors, la théorie des pyramides idéologiques, juste pour en dire un mot, comporte des choses assez différentes de ça. Ça, c'est un schéma qui résume les métamorphoses possibles. Mais la théorie des pyramides idéologiques va utiliser un instrument que je devrais pouvoir vous présenter dans 2 minutes. Mais la leçon tirée, c'est pour vous en donner un aperçu, c'est que l'heure est grave, c'est-à-dire l'extrême droite n'est pas réductible au capitalisme déchaîné, dont on peut penser, pensons-nous à bon titre, qu'il est responsable de la crise écologique peut-être irréparable que nous vivons. Malheureusement, le pôle d'extrême droite a l'air d'être autonome, même s'il peut faire des alliances. Et de ce fait, les gens de sensibilité plutôt de gauche, ce qui est le cas des personnes qui vous parlent en ce moment, et en général du mouvement Nuit debout, enfin je ne peux pas parler au nom de tout le mouvement Nuit debout, mais enfin, les copines et copains que nous avons connus à Nice, Nuit debout Nice, sont plutôt, j'ose dire, de sensibilité de gauche. Une des leçons que nous tirons, en quatrième point, c'est que pour défendre une vision du monde de gauche, c'est-à-dire à la Nuit debout altermondialiste, essentiellement, donc très concerné par la crise écologique, mais aussi par le problème de l'accumulation des richesses et la dépolitisation, il semble nécessaire de se battre à la fois contre le monde de la loi El Khomri, comme disait Nuit debout à ses débuts, en 2016, maintenant c'est Macron, macronisation, mais aussi contre l'extrême droite. C'est-à-dire que si nous ne battons pas contre l'extrême droite, d'après nos analyses, nous sommes foutus. L'extrême droite est sur le point de nous phagocyter et ce qui se passe actuellement, tel que nous comprenons, c'est que nous sommes sous les coups de butoir qui sont d'ordre différent, mais de l'extrême centre, c'est-à-dire Macron, et de l'extrême droite. Et ça, dans tous les pays d'Europe, il y a vraiment des constantes structurelles fortes. Donc, nous sommes là dans la quatrième phase, qui est la leçon tirée. Là-dessus, notre étude nous donne des indications intéressantes quant aux manières de traiter, par exemple, la question rouge-brune. Mais d'autre part, nous nous sommes aperçus qu'il existe une question rouge-grise, c'est-à-dire que la militance d'extrême gauche, basée par exemple sur le modèle informatique, pour des raisons qu'il faudrait expliciter, tend à être insensiblement prise dans l'orbite de l'extrême centre, c'est-à-dire de Macron. C'est un paradoxe énorme qui en réalité est étudié assez explicitement, en des termes un peu différents, mais par des théoriciens comme Evgeny Morozov, par exemple, en moindre mesure peut-être par Bernard Stiegler. Mais enfin, toutes ces choses-là, notre approche de l'extrême droite les affronte, c'est-à-dire il n'est pas possible de traiter l'extrême droite sans traiter de ces problèmes-là. Donc dans le quatrième point, pardonnez-moi, la leçon tirée, nous avons, pensons-nous, vraiment des éléments nouveaux que maintenant nous aimerions continuer à développer dans nos recherches, mais aussi diffuser, avec toutes les réactions possibles et imaginables. On peut nous démontrer que nous trompons, mais nous aimerions maintenant diffuser ces choses que nous croyons comprises et qui, d'après nous, sont très peu comprises globalement, en général. Donc diffuser ce que nous comprenons sur les stratégies qu'il faut adopter par rapport à la question rouge-brune, par exemple, mais sous-jacent à cela, par rapport, par exemple, à la question rouge-rouge. C'est-à-dire qu'il faut, dans notre camp altermondialiste, trouver moyen de se fédérer
Et bon, voilà. Je n'en parle pas plus maintenant. Ça, c'était le plan Svelte. Donc, je rappelle un problème, c'est-à-dire, y a-t-il une pensée d'extrême droite? Une personne présente ici ce soir, c'est une personne à qui je dois beaucoup, qui m'avait dit dans une discussion, mais Alessio, on ne peut quand même pas comparer la pensée qui est derrière l'extrême droite à celle qui est derrière l'extrême gauche. C'est-à-dire, derrière l'extrême gauche, il y a Marx, il y a un très grand penseur, derrière l'extrême droite, il y a Mein Kampf. Donc, le problème, notre point de départ, c'est qu'en réalité, cette idée est très largement fausse. C'est ce que montre une étude. Alors, voilà, si vous êtes d'accord, je ne vous ai pas laissé parler, pardonnez-moi, je vous proposerai que j'essaye de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, sachant qu'il ne me reste pas forcément énormément de temps, il me reste à mon chronomètre à peu près une demi-heure, si je peux dialoguer avec vous, mais voilà. Et le vif du sujet, pour moi, serait une petite partie de ce que je vous ai dit, mais qui est la question de savoir comment est-ce que la nouvelle pensée d'extrême droite s'est formée et comment est-ce qu'on peut la juger. Alors, j'ai marqué ici une liste de 11 scoops. Le premier, c'est que l'extrême droite théorique, je dis bien théorique, hein, je ne parle pas des politiciens, je ne parle pas des identitaires, je parle des théoriciens, théoriciennes et théoriciens, en fait, c'est presque uniquement des hommes. L'extrême droite théorique est néo-nazi fasciste. Et cette affirmation a l'air de rien, mais c'est un gros résultat de notre étude. Parce que si vous allez les lire, ils vont vous dire le contraire. Et ils vont vous le dire avec une langue de serpent qui est très convaincante. Je pense à, en France, Alain de Benoît, ou en Italie, Costanzo Preve, mais vous trouvez comparable dans la plupart des traditions linguistiques. Je rappelle, hein, ça c'est la pile des livres en italien, c'est la pile des livres en allemand, pile des livres en français, en anglais, en espagnol, en russe, et ce n'est qu'un tout petit échantillon. Donc le premier scoop, c'est que, mais bien entendu, je ne vous donne pas les instruments de le vérifier, hein, donc il s'agit provisoirement, hypothétiquement, de nous croire. Le premier scoop, c'est que nous avons les moyens de démontrer contre Alain de Benoît et semblables que le discours qu'il développe à Dugin aussi, qui ça Alexandre Dugin, très populaire, préfacé par Soral, qui développe une quatrième théorie politique. Alors lui, il dit, il y a trois grands discours de la modernité, du XXe siècle, qui sont, enfin 19e, 20e siècle, qui sont le libéralisme, le communisme et le fascisme. Et Dugin, il dit, les trois ont failli pour des raisons différentes, donc c'est une évidence que dans notre monde qui a plein de problèmes, il faut penser quelque chose d'autre, et donc lui développe la quatrième voie, qui se veut quelque chose d'autre. Nous avons les moyens de montrer de manière hors tout doute possible que la quatrième voie de Dugin, en réalité, c'est la troisième. C'est-à-dire que c'est une pensée néofasciste, néo-nazie. Ça c'est un exemple, mais la même chose pourrait se dire de Alain de Benoît, qui est vraiment le stratège de l'extrême droite, un monsieur qui est né en 1943, qui est probablement à Nice en ce moment, des amis l'ont rencontré il y a quelques jours apparemment, et il est probablement au Congrès. Donc ça c'est Alain de Benoît, lui, ce monsieur est Alain de Benoît, et là il y a un livre fait par un rouge-brun italien, Costanzo Preve, qui est un ami de Tosel, qui est dithyrambique pour Alain de Benoît, c'est un livre de 2006, publié dans une maison d'édition d'extrême droite, mais ils essayent de faire croire que il n'y a plus droite, gauche, il y a juste des gens qui ne savent pas penser, la gauche, qui s'occupent de migrants, c'est tout, et puis il y a des gens qui pensent, c'est eux. Donc ça c'est un livre dithyrambique pour Alain de Benoît, et là c'est un livre formidable, c'est un des meilleurs livres que nous ayons trouvé, de Víctor Farias, en espagnol, qui s'intitule Heidegger y su herencia, los neonazis, el neofascismo y el fundamentalismo islámico. C'est un livre de 2010 qui est fantastique, qui, texte à l'appui, de manière très précise, montre que non, Alain de Benoît, c'est bel et bien un penseur néofasciste et néo-nazi. Résultat auquel nous étions parvenus nous-mêmes. Hein, mais donc, pour vous situer le problème, si vous lisez Alain de Benoît, qui a publié plus d'une centaine de livres, il va vous dire que les gens qui voient du fascisme partout sont des gens rétrogrades et intellectuellement stupides. Ce sont des chiens de garde qui n'ont rien à penser de nouveau à gauche, et donc tout ce qu'ils savent faire, c'est sortir le fascisme, le fascisme, le fascisme. C'est le cas de... C'est un discours qui est dit par exemple par le rouge-brun italien Diego Fusaro, qui a fait beaucoup de livres sur Marx, il s'est présenté comme Monsieur Marx en Italie, un jeune. Et dans cet article en italien, il dit « L'assurdità dell'antifascismo in assenza di fascismo ». Donc l'absurdité qu'est l'antifascisme dans une situation où en réalité il n'y a pas de fascisme. Donc il dit il n'y a pas de fascisme, Qu'est-ce qu'on me dit, oui. donc être antifasciste c'est
c'est se tromper de cible et être un idiot utile du capitalisme. C'est-à-dire, au lieu que de se concentrer comme il faudrait contre le capitalisme, vous battez contre un moulin à vent. C'est ce que dit aussi Soral, Alain Soral, en 2010, dans Comprendre l'Empire. Alain Soral, il dit aussi la même chose, et il fait l'appel aux patriotes de tous bords, et à l'extrême gauche et à l'extrême droite, se dire contre le capital, l'Empire. Beaucoup de choses à dire, hein, mais... donc, vous avez beaucoup de gens qui disent ça. Alors, le premier scoop, je vous disais, c'est que nous vous présentons, c'est que d'après nos études, en fait, ces allégations peuvent être démontrées, mais ça demande un gros effort philosophique que nous fournissons d'analyse, et que nous allons devoir maintenant matérialiser sous forme d'articles savants et sous forme de livres et de vidéos. En réalité, nous pouvons démontrer maintenant que cette production théorique des héritiers de l'extrême droite, en fait, elle est néo-nazi-fasciste. Je pèse mes mots. Par nazi-fasciste, j'entends non pas un boogie-booga, je sais plus comment on dit, un mélange qui confondrait le fascisme et le nazisme. Le fascisme et le nazisme ont des identités très différentes. C'est quelque chose que nous étudions, que nous respectons au niveau conceptuel, c'est-à-dire c'est très important de distinguer la pensée de type fasciste, enfin historiquement le fascisme italien, du nazisme allemand, sauf que les deux ont eu une synergie très grande. Donc c'est en ce sens-là que nous permettons d'utiliser un mot unique. Il se trouve que dans cette production, les deux éléments sont assumés. C'est-à-dire il y a une reprise et un développement du fascisme italien, dans sa partie la plus radicale, et du nazisme, de type allemand. Donc ça c'est le premier scoop. Le deuxième scoop, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, qui vient de théoriciens et d'historiens actuels de la pensée. C'est une grosse polémique dans la communauté philosophique, c'est qu'on est en train de découvrir de manière maintenant irréversible que Martin Heidegger, qui est un des plus grands penseurs du XXe siècle, considère-t-on, probablement à raison, mais Heidegger, on savait qu'il s'était engagé dans le parti nazi pendant à peu près un an, mais on sait maintenant que quand il a démissionné en 1934 du parti nazi, après avoir occupé la charge de recteur des recteurs, c'est-à-dire il représentait toute l'université du Reich, du Troisième Reich. On sait maintenant par des archives du Troisième Reich qui sont en train de s'ouvrir, c'est étudié par Miriam Wildenauer, mais on le sait aussi par les Schwarze Hefte, les cahiers noirs, c'est-à-dire des notes personnelles qui, au bout de, je sais pas, 70 ans, deviennent enfin ouvertes au public. On sait que Heidegger, de même que Carl Schmitt, autre très grand théoricien du Troisième Reich, a été pris dans un groupe de réflexion à partir de 1934, justement, jusqu'à au moins 1942, qui s'appelait le groupe de pensée sur la philosophie du droit, quelque chose comme ça, ce n'est pas groupe, c'était... ils ont été chargés de penser la solution finale. Donc on sait maintenant que Heidegger, pour prendre juste cet exemple, mais qui est capital, était vraiment un théoricien de l'extermination des Juifs jusqu'au dernier. Ce qui veut dire que, et ça c'est pas un résultat de nous, mais c'est un résultat important, que Heidegger était à un sens le penseur le plus important du régime nazi. Ce qui, a posteriori, est totalement logique, parce que le plus grand penseur du régime fasciste était Giovanni Gentile, qui était un très très grand philosophe. Il y a une unanimité pour penser que c'est le plus grand philosophe italien de la première moitié du XXe siècle. Il a été assassiné en 1944 par les partisans, et c'était vraiment le théoricien du régime fasciste. Il a écrit un livre sur l'essence du fascisme, qu'il a co-signé avec Mussolini, et c'est lui qui l'a écrit. Mussolini a signé tout seul. Gentile a écrit la première partie, Mussolini la deuxième. Donc Gentile c'est un très très grand théoricien qui est utilisé par des rouges-bruns actuellement pour essayer de convaincre des marxistes à devenir proches de ce qu'on appelle la nouvelle droite, c'est-à-dire cette chose-là. Donc deuxième scoop, ça c'est un scoop qui était déjà connu par certains philosophes, mais même pas par tous, c'est qu'on sait maintenant qu'Heidegger, donc là j'ai des articles par François Rastier et d'autres, et c'est une question qui fait une polémique terrible. Heidegger était un penseur, était complètement nazi, même au niveau théorique. Pourquoi je dis ça? Troisième point, et troisième scoop, c'est que l'extrême droite théorique ancienne, non pas tellement celle-là, mais celle jusqu'à 1945, donc les théoriciens du nazisme et du fascisme, était donc, au vu de ce que je viens de vous dire, beaucoup plus forte au niveau théorique que ce que l'on croyait jusqu'à date récente. Jusqu'à date récente, l'opinion qui circulait, même dans des milieux savants, était que derrière le nazisme et le fascisme, il n'y avait que des productions très médiocres. En gros, le théoricien du nazisme, c'était Hitler.
Et donc, bon, Hitler, ça vole pas haut. Vous lisez Mein Kampf, ça vole pas haut. Certes, si ce n'est qu'en réalité, le régime nazi avait comme référence théorique Carl Schmitt, qui est considéré encore aujourd'hui comme un des plus grands théoriciens de la philosophie du droit, c'est un juriste, Martin Heidegger, qui est considéré comme un des plus grands philosophes de l'histoire de la philosophie, et d'autres personnes. Donc ça, c'est un scoop douloureux, mais important à prendre en compte. À quoi il faudrait ajouter qu'il y a, nos études le confirment, mais d'autres que nous l'ont étudié, il y a un chapitre douloureux pour la militance théorique qui consiste à examiner le cas de Nietzsche. Nietzsche est mort avant le fascisme et le nazisme, mais il a des développements théoriques qui sont repris complètement par l'extrême droite. Alors ça, c'est quelque chose qui est inaudible, notamment en France, où Nietzsche a été pris par beaucoup de penseurs de gauche, comme Deleuze et d'autres. Mais, par exemple, Nietzsche, c'est un théoricien de l'inégalitarisme, c'est-à-dire l'idée que c'est de la folie que de croire que les êtres humains sont égaux, voire qu'ils aient à être égaux en droit, ce qui sont deux choses différentes. Ça, c'est un des points les plus importants de toute la production d'extrême droite. Je vous le dis très vite. Il y a une charge polémique très grande possible là-dedans. Donc, l'extrême droite ancienne, classique, elle avait aussi Giovanni Gentile, elle avait Carl Schmitt, elle avait Heidegger, elle avait Julius Evola, qui à la lecture s'avère plus important que ce qu'on croyait, elle avait Vilfredo Pareto, économiste célèbre, mais elle ne l'avait pas pour l'économie. La pensée économique de Vilfredo Pareto, avec celle de Léon Walras, fonde plutôt ce que nous appelons maintenant l'extrême centre, c'est-à-dire la théorie néoclassique. Mais Pareto a théorisé beaucoup d'autres choses. Il a fait une théorie des élites, une théorie de l'idéologie, une théorie de l'agir, rationnel et irrationnel, et ça a été beaucoup pris par l'extrême droite. Par exemple, par Robert Stoikers, un auteur belge qui écrit en plusieurs langues. Là, c'est un recueil d'articles écrits en espagnol, c'est de très haut niveau. Et il raconte comment Pareto a été très important. Donc, nous sommes dans le troisième scoop. L'extrême droite théorique ancienne était beaucoup plus forte au niveau théorique que ce que l'on croyait jusqu'à date récente. Quatrième scoop, il y en a 11. Ça, c'est quelque chose, c'est une thèse que nous avançons nous, et qui est à vérifier, mais nous avons l'impression, donc c'est un scoop provisoire, mais il semblerait que les réseaux politiques, je dis bien politiques, d'extrême droite actuelle, sont aplatis sur leur réseau théorique. C'est un point qui nous paraît important, et qui est largement sous-estimé, me semble-t-il. Donc, si vous prenez l'extrême droite européenne, celle qui sera à Nice demain, on s'imagine qu'ils font leurs alliances, mais tout semble laisser penser que le travail d'alliance européen et de réseautage a d'abord été fait au niveau théorique, à la suite de la fondation à Paris en 1968 du GRES. On a d'abord fait des alliances théoriques, dont nous pourrions parler, qui comprennent la Hongrie, qui comprennent l'Iran, qui comprennent la Russie, les États-Unis, et les politiciens, qui bien entendu, Marine Le Pen et autres, Salvini, vraisemblablement ne comprennent pratiquement rien à cette production théorique, mais par leur think tank, ils s'appuient sur ce réseau qui a été fait selon une autre logique, on va dire. C'est pour ça que la question de la théorie, d'après nous, est aussi très importante. C'est pas un habillage livresque de ce qui est important, qui est la pratique politique. D'après nous, apparemment, les réseaux politiques de l'extrême droite, ceux qui font que l'extrême droite, très décomplexée, remarquons-le, va se réunir à Nice demain. Il y a quelques années encore, différents politiciens proches de l'extrême droite n'auraient pas forcément osé s'afficher avec des gens d'extrême droite clairement reconnus tels. Je pense à Salvini de la Ligue Nord avec Marine Le Pen. Maintenant, vu que l'extrême droite a l'air en poupe, et ses livres y sont pour quelque chose, ils s'affichent clairement. Bon, voilà. Quatrième point, donc, ça c'est un point qu'il faudra vérifier. C'est quelque chose, voilà, c'est une sorte de conjecture que nous émettons, mais qui a l'air d'être fondée. Alors que ce que je disais sur Heidegger est vraiment, apparemment, vraiment prouvé. Cinquième point, le cœur névralgique des théories d'extrême droite contemporaine est Heidegger. C'est quelque chose d'assez stupéfiant. Nous ne nous y attendions pas. Il y a beaucoup de théories différentes dans l'extrême droite. Mais si on se pose la question, si on va voir, il s'avère hors de tout doute
que la plupart des théoriciens s'appuient sur Heidegger. Alors ça a été surtout montré par les travaux, enfin c'est quelque chose qu'on peut trouver nous-mêmes, mais il y a ce travail magistral qui a été fait par Victor Farias, un Chilien, publié à Madrid en 2010. Ah, j'ai pas dit, pardon, la traduction, pardonnez-moi, tout à l'heure, la traduction du titre. Le titre veut dire Heidegger et son héritage, les néo-nazis, le néofascisme et le fondamentalisme islamique. Farias montre que la pensée d'Heidegger est reprise activement par tous les groupuscules d'extrême droite, par exemple ceux qui ont fait une grosse percée aux dernières élections législatives en Allemagne, la AfD, Allianz für Deutschland. Mais c'est le cas du Front National. Si vous prenez les théoriciens qui sont derrière le Front National, comme Francis Cousin ou d'autres, il y a Heidegger. Alors pour des raisons qu'il faudrait expliciter. Mais ce livre montre qu'Heidegger se retrouve chez beaucoup de théoriciens de l'écologie et de l'altermondialisme. Altermondialisme, ce sont par exemple le théoricien argentin qui est derrière Chavez, qui effectivement a fait des sorties antisémites très étonnantes. Ce théoricien s'appelait, il est mort, Norberto Ferresole. Et c'est une sorte de marxiste qui a intégré l'élément national. Le problème étant que communiste national, ça donne quelque chose qui est très proche du national-socialisme. Je vous le dis rapidement et mal, mais c'est développé de manière très convaincante, par exemple dans ce livre. Mais, et vous l'avez entendu, il parle de fondamentalisme islamique, il montre, et cette chose peut être vérifiable, j'en ai parlé avec des gens de différents pays concernés, comme par exemple l'Iran, qui me l'ont confirmé. La chose incroyable, c'est que derrière la plupart des révolutions islamistes, on trouve des théories faites par les gens de là-bas, des Iraniens, des Égyptiens ou autres, les Égyptiens pour les frères musulmans. On trouve l'assomption, je ne trouve pas, pardonnez-moi le mot français, ils ont adopté l'adoption du schéma de pensée heideggerien. Donc c'est le cas par exemple d'un des fondateurs théoriques des frères musulmans qui s'appelle Sayyid Qutb, je crois, qui est mort, tué, exécuté par Nasser, contre lequel il avait fomenté un attentat dans les années 50 ou 60. Mais c'est un des fondateurs de l'islamisme des frères musulmans, et lui, il a pris explicitement Heidegger. C'est le cas des chiites iraniens et de Khomeini, qui en 78, lorsqu'il a chassé le Shah en Iran, a fermé les universités pendant 2 ans pour les réformer, et il a créé quelque chose qui s'appelait le club des Heideggeriens. J'ai découvert ça en lisant ce livre. J'ai parlé par la suite avec des étudiants iraniens en France et en Italie, qui m'ont confirmé la chose, c'est-à-dire que là-bas c'est connu. Et c'est-à-dire que Heidegger a été pris comme base théorique pour penser l'islamisme. Et c'est le cas apparemment chez Tariq Ramadan, dans ce qu'on appelle l'euro-islam, c'est le cas chez des penseurs dont j'ai oublié le nom, qui sont en Allemagne, de même mouvance. Alors, juste donc un semblant d'explication de la chose. Comment se fait-il que les islamistes prennent Heidegger? En fait, c'est totalement cohérent, parce qu'il y a chez Heidegger une pensée de l'être en tant qu'être, et ça peut rapprocher de la tradition, par exemple, musulmane chiite, par exemple Ibn Arabi, penseur du XIIe siècle, je crois, qui avait un concept comme le Wahdat al-Wujud, si je pense bien, qui est l'unicité de l'existence. Enfin, il y a une sorte de mystique musulmane qui pense l'être en tant qu'être. Heidegger, il a quelque chose qui ressemble à ça, il développe l'ontologie, la différence ontologique, dans les traitements, enfin, c'est un des axes de pensée d'Heidegger. Mais il y a un autre pan de pensée fondamental chez Heidegger, qui est celui qui plaît beaucoup à l'extrême droite, qui est une critique de la modernité. Ça, c'est aussi un ingrédient fondamental de toute la production contemporaine de l'extrême droite. C'est la critique de la modernité. C'est quelque chose qui part de cette tradition de pensée qui s'appelle la révolution conservatrice. Tous ces auteurs se réfèrent à ça, et dont est issu Heidegger, mais aussi le nazisme, mais aussi des figures étranges, sorte de rouge-brune, qui étaient à la fois communistes et nationales. Bon, donc Heidegger, il a cet ingrédient, il a une critique de la technique, enfin, c'est très complexe, il faut rentrer dedans, il faut voir ce que ça signifie. J'oublie maintenant des ingrédients au passage, mais c'est ce qui fait que, paradoxalement, il a un ingrédient fondamental, c'est l'antisémitisme, qui est le troisième scoop dont je vous parlais, c'est-à-dire on sait maintenant qu'Heidegger était pas seulement antisémite au niveau personnel, on s'en fout, si je puis me permettre, mais c'est que sa pensée, dans des pans
peu publié jusqu'à présent. Par exemple, ses cours universitaires donnés à Fribourg, je crois, à Heidelberg. Il a donné des cours à des officiers de la Wehrmacht et autres, et il a développé là des pans plus explicitement antisémites que d'autres. Bon, Farias fait le travail, qui a été l'élève d'Heidegger dans les années 60 à Fribourg, en Allemagne, Freiburg im Breisgau. Farias essaye de montrer comment relier les expressions moins connues d'Heidegger, antisémites, même au niveau de ses cours, aux expressions plus canoniques, plus connues, c'est-à-dire des traités savants, complexes, au maître étant, où, si on le lit d'une certaine manière, on s'aperçoit que l'élément antisémite, un mot caché, est présent. Donc, l'élément antisémite chez Heidegger, que vous ne trouvez pas chez le théoricien du fascisme qui était Gentile, hein. Vraiment, je vous disais, le fascisme et le nazisme, c'est des théories quand même assez différentes, même si on était synergiques. Cet élément-là plaît beaucoup, par exemple, à l'islamisme, apparemment, et bon voilà. Donc on était au 4e ou 5e scoop. On était au 5e scoop qui est... Est-ce que je continue, excusez-moi? Il me reste une dizaine de minutes. Alors, le 6e scoop, c'est que l'extrême droite européenne vise politiquement la dictature eurasienne. Ils reprennent une vieille théorie russe, entre autres, et byzantine même, qui est la théorie de l'Eurasie. Nous avions fait à Nuit debout, à l'été 2016, des ateliers là-dessus. C'est développé, entre autres, par Alexandre Dugin, mais c'est développé par beaucoup d'auteurs. Dugin, qui a un sens, et le philosophe de Poutine, a un sens, mais un sens important. Donc il y a toute une théorie de l'Eurasie qui dit que l'Europe et l'Asie, en fait, c'est le même continent. Et qu'il faut le relier, que le centre de ce continent, c'est l'Ouzbékistan, je ne sais plus. Ça s'est développé par un penseur italien qui s'appelle Claudio Mutti, qui a écrit des livres très douteux sur antisémites. Enfin, il a édité une version italienne des Protocoles des Sages de Sion. Enfin, Claudio Mutti, c'est un personnage très important, universitaire, il a fait une maison d'édition, il a des blogs très importants, collabore beaucoup avec l'Iran. Lui-même s'est converti à l'islam, et chose, si je puis me permettre, drôle, c'est qu'il y a une polémique interne à l'extrême droite actuelle entre Guillaume Faye, un penseur français, qui est le théoricien de référence des identitaires. Ça, c'est le manuel des identitaires. Juan Cambaton, Manifeste de la résistance européenne. Les identitaires dont Philippe Bardon ont repris le sanglier à partir de ce livre-ci, qui est de 2001. Un autre livre de lui important, c'est L'archéofuturisme, qui est de 98. Bon, il y a une querelle interne à l'extrême droite entre Faye, qui a écrit en 2000 et quelques, je ne sais plus, peut-être 2012, ou plus récemment encore, un livre en 2015, je ne sais plus, sur l'islam, que nous n'avons pas encore étudié, où il attaque l'islam, et Mutti s'en est ému, vu que lui, il s'est converti à l'islam chiite, et bon, les affrontements. Alors ça, je fais référence là à un chapitre vaste et explosif, bien sûr, de ces histoires, et qui est celui des rapports de l'extrême droite contemporaine à, d'une part, l'islam, et d'autre part, le judaïsme, ou les arabes, pardonnez-moi d'aller vite, et les juifs. Et je ne sais plus si je lis parmi les scoops, mais il y en a un là-dessus. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant. Mais donc, je vous disais, 6e scoop, c'est que l'extrême droite européenne vise la dictature eurasiatique, et elle la vise sous Poutine. Vous trouvez vraiment beaucoup de textes qui le disent. Dugin, c'est un de leurs philosophes les plus jeunes, il est de 1962. Il a été formé par Alain de Benoît, Robert Stoikers et Guillaume Faye, qui sont partis à Moscou pour le former. C'est dans la photo que vous avez pour cet événement. La fiche de cet événement que vous avez sur Facebook. La photo qui est au centre, vous voyez 3 théoriciens. Celui du milieu, c'est le jeune Dugin, et d'un côté, à sa droite, il a Alain de Benoît, à sa gauche, il a Stoikers. C'était ces gens de l'extrême droite européenne qui étaient partis en Russie pour former un jeune poulain. Pour vous dire à quel point ça va loin et à quel point ils ont des longueurs d'avance par rapport à la politique. La politique utilise ce réseau qui a d'abord été fait au niveau théorique, mais qui a été fait au niveau théorique avec la visée gramscienne de préparer un changement politique. Bon, Soral, dans ce livre de 2011, qui est très populaire en France, je crois, autre que ses vidéos, développe tout un laïus contre l'Empire. L'Empire, c'est les Macron, les banquiers, la finance, les juifs qui sont derrière, etc., etc.
Sauf que, je ne sais pas si beaucoup de gens ont remarqué, moi j'ai fini par le remarquer à la page 171, alors que tout le livre attaque l'Empire, l'Empire, ça fait écho au livre de Hart et Negri, un classique de l'intermondialisme à gauche, qui est Empire, qui voit dans les États-Unis le mal du monde, mais l'Empire c'est quelque chose de devenu immatériel, mais contre lequel il faut combattre. Hart et Negri à l'extrême gauche disent qu'il faut utiliser des instruments deleuziens et spinozistes. Dans cette version soralienne, d'extrême droite, mais qui fait semblant d'être ni à gauche ni à droite, et qui fabrique beaucoup de rouge-brun, à la page 171, il y a un paragraphe qui s'intitule, qui a l'air de rien, mais qui à mon avis est capital, l'Empire sacré contre l'Empire profane. Et ça c'est un thème que vous retrouvez dans beaucoup de leurs livres, par exemple dans ce livre aussi, qui est un de leurs livres les plus importants, de Guillaume Fay, Pourquoi nous combattons. Si vous lisez bien, vous apercevez qu'il y a une double théorie de l'Empire, c'est-à-dire qu'ils se battent contre l'Empire de la finance, du complot judéo-maçonnique, ces choses-là, parce que l'extrême droite elle a quand même un pouce au complotisme qui est très fort, et qui est ravageur dans les rouges-bruns, et qu'ils essayent de transmettre à beaucoup de gens de sensibilité plutôt de gauche. Mais à la place, ils proposent quoi? Ils ne proposent pas l'horizontalité que visent les militants de Nuit debout ou autres. Ils proposent un empire, et cette théorie de l'empire, ils l'ont depuis leur philosophie d'avant 45, et ils la redéveloppent maintenant. Souvent avec une langue fourchue, c'est le cas d'Alain Benoît. À la page 171, Soral le dit explicitement, si on lit ces lignes, il le dit, donc empire sacré contre empire profane. Ce qu'ils cherchent, eux, c'est un positionnement politique qui soit héroïque, plein de mythes, le mythe est un de leurs concepts fondamentaux, et le problème, c'est que cette conception de l'Empire est une conception totalement dictatoriale. Je rappelle que la théorie de la dictature, ce n'est pas un vain mot. Dans la tradition d'extrême droite allemande, Carl Schmitt, qui est un de leurs plus grands penseurs, qui au passage est à ce jour encore le plus grand théoricien de l'anti-américanisme, c'est ce qui fait que beaucoup de gens à gauche le reprennent, Carl Schmitt, qui est mort en 1988, par là, qui était chargé de penser l'extermination des Juifs. Voilà, ils ont cette théorie de faire l'Empire. Alors au passage, je ne sais pas si je vais le mentionner dans les scoops à venir, mais l'extrême droite est antinationaliste. C'est un des paradoxes qui ne sont pas connus. Nous pensons toujours qu'ils sont nationalistes. Ils jouent les nationalistes dans les élections nationales, mais dans leur doctrine, ils le disent, c'est dit par exemple explicitement, bon, c'est un Américain, mais c'est dit par Greg Johnson, mais il est synergique en cela de l'extrême droite européenne, c'est un Américain, de l'école de San Francisco, école d'extrême droite de San Francisco, qui est très aguerri. Il pense que la dimension nationaliste est vraiment un frein. Et en Europe, par exemple, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'empire euro-asiatique. Pour l'Amérique, ils veulent un empire américain avec détachement des Noirs, purification par rapport aux Juifs et des tas de choses de cet ordre-là. Ça, c'est ce que disent les théoriciens. C'est ce que ne vous diront pas les représentants politiques de l'extrême droite européenne. C'est ce que ne vous dira pas Marine Le Pen. Mais en tant qu'elle s'appuie sur Francis Cousin et sur d'autres en cascade, ça, c'est leur programme politique. Donc voilà, un point, je vous le dis rapidement, pardonnez-moi, hein, c'est que le 6e scoop, c'est que l'extrême droite européenne vise la dictature eurasiatique. Donc ils sont profondément européanistes. C'est pas pour rien que l'action qu'ils ont faite contre les migrants s'appelle Defend Europe. C'est lié à cet aspect très populaire des doctrines d'extrême droite, dont vous vous attendiez peut-être que je parle aujourd'hui, qui est la théorie connue en France comme étant celle de Camus, Renaud Camus, du grand remplacement. Mais cette théorie-là, c'est une théorie de très bas niveau au niveau de la production d'extrême droite. Ils ont des théories beaucoup plus complexes. Ça, c'est pour le peuple. Mais dans cette théorie, on voit déjà quand même cette dimension qui est que leur pensée est européenne. Les nations, vraiment, ils s'en contrefoutent. Ça fait partie des choses qu'ils ont travaillé après 1945. Ils ont travaillé l'idée que finalement, un Allemand et un Portugais, c'est pas si différent que ça. En 1945, ils n'avaient quand même pas cette idée-là. Ils collaboraient, il y avait une synergie entre les Allemands et les Italiens, mais bon. Alors, j'essaie d'avancer. Un 7e scoop, tu me dis quand il faut s'arrêter. Un 6e point, c'est que... ah oui, pardonnez-moi, j'ai oublié de dire, hein, n'hésitez pas à prendre quelque chose, ça fait partie de notre synergie avec nos autres, on le prendra après. Un 7e point, vous me dites, je vais trop lentement? Je parle trop vite, ou vous me dites, hein, je fais comme je peux, mais...
Le septième point, c'est que, très important, c'est un choc pour nous, c'est que Martin Heidegger, philosophe qui est né la même année qu'Hitler, en 1889, c'est cette génération-là, Carl Schmitt, il est né en 1888, considéré comme les plus grands philosophes du XXe siècle, Heidegger a pourri la philosophie européenne de gauche. Ah oui. C'est-à-dire que la plupart des philosophes de gauche européens, pas les marxistes pur jus, qui vont avoir d'autres petits problèmes, mais des gens comme Foucault et d'autres, ça va jusqu'au Comité Invisible, qui est un mouvement très proche de Nuit debout, enfin très important pour Nuit debout, ce sont des gens qui ont bouffé du Heidegger. En Italie, c'est le cas de, j'ai pas vu son livre peut-être, de Vattimo, qui est l'auteur de ce livre, traduit en français, très bon livre sur Heidegger, par Vattimo, Gianni Vattimo, spécialiste d'herméneutique. Le problème, c'est que Gianni Vattimo, pour vous prendre cet exemple, là c'est un exemple caractéristique, mais je n'ai pas pris son livre. Gianni Vattimo a fait un livre, 2007, qui s'intitule Ecce Como. C'est un jeu de mots avec Ecce Homo, c'est-à-dire voici le communiste. Et le sous-titre, c'est comment on redevient ce qu'on était avant. C'est-à-dire qu'il était communiste avant, il a fait une expérience, il s'est fait élire dans l'équivalent du Parti communiste italien pour les élections européennes, et il en sort en disant c'est dégueulasse, il faut faire autre chose. Vattimo se pose comme un penseur de gauche, mais il est totalement rouge-brun. Bon, il faudrait développer ça. Et c'est par hasard, c'est un spécialiste d'Heidegger. Alors, il faudrait le développer, nous ne le ferons pas aujourd'hui, donc j'espère que notre groupe produira des petites vidéos et des livres et autres là-dessus. Mais le cocktail marxisme-heideggerianisme est mortel. Ça produit du rouge-brun pratiquement immédiatement. Donc voilà, donc il se trouve qu'il y a eu beaucoup de gens de gauche qui ont bouffé du Hegel d'abord, c'est connu par Alexandre Kojève en l'influence. Il y a un théoricien français qui était d'origine russe, Kojève, qui dans les années 50 a fait des cours fabuleux sur Hegel à Paris. Il y a beaucoup de gens qui allaient à ces cours, tellement ils étaient bons, et ils ont été influencés. C'est le cas de Lacan, c'est le cas de Bataille, c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc il y a eu un engouement pour Hegel, il y a eu un engouement aussi pour Heidegger, qui a été vraiment énorme, qui a été fait par... bon, je ne vais pas rentrer dans ces choses-là aujourd'hui. Jean Beaufret et d'autres. Dans ma formation philosophique à Nice, qui était une excellente université de philosophie, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque c'était le cas, mais nos professeurs étaient tous heideggeriens, et pratiquement... Et ça pose problème, parce qu'Heidegger, on comprend maintenant rétrospectivement qu'il a une pensée qui au niveau éthique, ça c'est très bien expliqué par Farias, et politique, est absolument douteuse. Alors là-dessus, il y a quelque chose qu'il faudrait que je pensais développer, je ne sais pas si je veux le dire aujourd'hui. J'ai envie de vous ouvrir une parenthèse sur ce que j'aurais voulu vous dire, je n'aurai pas le temps. Là j'arrive à 1 heure exacte. Dans ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que ces gens-là ont développé une théorie surpuissante, etc. En fait, il s'est passé au moins 3 choses, d'après notre analyse. La première, c'est qu'en 1968, ce qui restait de l'extrême droite européenne, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est des gens désespérés, parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient aucun avenir politique, tellement la Shoah les avait discrédités. En 68, ils ont le coup de génie, à plusieurs, Dominique Vénère, Alain Benoît et d'autres, de se dire, dans plusieurs pays, en fait, il faut qu'on soit gramscien. Donc, ils créent le GRES, une association à Paris, qui fait des congrès, qui fait des revues, qui fait des livres, et c'est ce qu'ils ont fait pendant 50 ans, ils continuent de faire, et ça produit ça. Donc ça, c'est une des manières qu'ils ont eues pour devenir à nouveau très forts. Ils sont très forts actuellement. Une deuxième manière, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il y a eu des passeurs. Nous nous apercevons maintenant, en 2017-2018, que Heidegger, c'était un des plus grands théoriciens nazis. Et nous nous rappelons maintenant qu'en fait, il faut quand même aller relire Giovanni Gentile, et que c'était un théoricien terrible, super fort, et c'était le théoricien du fascisme. Après son assassinat par des partisans en 1944, sans jugement, il a été oublié. J'avais des conversations avec le regretté André Tozel, qui me disait, Gentile, quand même, c'est vraiment un penseur extraordinaire. Pour dire que c'est une question qu'il faut traiter. Gentile, on ne l'a pas étudié, mais il y a eu des passeurs. Il y a eu Heidegger, il y a eu Julius Evola en Italie, et d'autres, Armin Moller en Allemagne toujours, il y a eu, Carl Schmitt surtout, il y a eu plusieurs penseurs qui ont été dénazifiés très peu. On a voulu croire qu'ils n'ont été nazis qu'un tout petit peu, Heidegger par exemple.
Et à ça ont contribué tous ces intellectuels de gauche qui ont adoré Heidegger, qui s'en sont nourris. Et ces gens-là, Heidegger, Carl Schmitt, à mon avis même Ernst Jünger, Julius Evola et d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé magiquement la barrière de 1945, ni vu ni connu. Ils ont eu beaucoup de gens qui ont travaillé avec eux. En Italie, par exemple, tous les gens qui étaient fascistes, qui ne pouvaient plus rien faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mis à faire des livres sur Evola. Il y a une pile de livres sur Julius Evola. Julius Evola, c'est un théoricien plutôt basé sur l'ésotérisme, mais très intelligent. Ça, c'est un livre de jeunesse, essai sur l'idéalisme magique. Julius Evola, préfacé par un très grand philosophe italien qui est mort, malheureusement, qu'on connaissait à Nice, Franco Volpi, spécialiste d'Heidegger et d'Aristote. Donc il y a eu, deuxième ingrédient, premier ingrédient, le graisse, qui a été gramscien, il s'est dit il faut qu'on produise de la théorie. Deuxième ingrédient, il y a eu des passeurs. Troisième ingrédient de la situation actuelle, ça a été les penseurs de gauche qui ont mangé du Heidegger et qui se retrouvent maintenant, je pense à des penseurs comme Jean-Luc Nancy, se croire communiste, d'extrême gauche ou quoi, mais avoir dans les faits une pensée qui est totalement inconsistante, qui est une pensée du désengagement. Bon, je ferme ce chapitre, mais pour vous dire, ça c'était une chose dont je pensais parler aujourd'hui, finalement je vous la mentionne plus maintenant. Nos analyses semblent nous montrer que l'actuel retournement qui fait que la pensée de gauche était dominante au niveau universitaire, culturel en général, dans les années 50, 60, 70, et que maintenant, au contraire, elle est totalement en dehors de la mode et la pensée d'extrême droite est en train de monter très fort, il y a au moins, pour le moins, ces trois passerelles-là, peut-être d'autres. Alors le scoop numéro 8, donc le scoop numéro 7, c'était Heidegger a pourri la philosophie européenne, et en guise d'exemple, bon, il y a le cas de Foucault. Foucault c'est compliqué, hein, parce qu'il a été très heideggerien, mais à partir d'un certain moment, il a fait marche arrière. Donc Foucault, dans le passage, je rappelle qu'il a soutenu la révolution iranienne de Sanduzi de Khomeini, enthousiastissime. C'était magnifique, la libération contre le tyran, le Shah, pour dire la confusion mentale à gauche. Timo Nancy, Comité Invisible et d'autres. Alors, le scoop numéro 8, en fait, je vous l'ai déjà dit, donc c'est l'idée que la philosophie heideggerienne est le cœur de l'idéologie islamiste. Mais c'est, à mon avis, une bombe, si j'ose dire. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui pensent que l'islamisme est une construction occidentale, c'est fait pour distraire les gens du capitalisme, peut-être. Je pense personnellement que c'est à tous les coups piloté, comme les brigades rouges ou autres ont été pilotées. Mais les études de différents genres, y compris les études internes, il y a cet auteur égyptien qui a 2 fatwas sur lui, et qui écrit en allemand, il est égyptien et allemand, Ahmed Abdel Samad, né en 72. Là, c'est le livre qui s'intitule Der islamische Faschismus, eine Analyse. Le fascisme islamiste, une analyse. Il y a plusieurs auteurs, de l'intérieur ou de l'extérieur, qui disent non, il y a un petit problème avec l'islamisme quand même. Il y a vraiment des éléments de doctrine islamiste qui sont très proches du fascisme ou du nazisme, qui sont 2 choses différentes mais synergiques par certains côtés. Et en fait, on comprend maintenant que cette chose-là, elle est relativement simple à expliquer, vu que, encore une fois, Farias le montre d'une manière absolument convaincante, mais on peut le vérifier par soi-même. Si on se dit qu'il y a une pensée derrière l'islamisme, donc même chose que ce soit, les gens disent derrière l'extrême droite, il n'y a rien. Derrière l'islamisme, il n'y a rien. Si on se dit, allons voir, apparemment il y a quand même une pensée derrière l'extrême droite. Apparemment il y a quand même une pensée derrière l'islamisme. Bon, la pensée derrière l'islamisme se trouve être, pour l'essentiel, Heidegger. C'est-à-dire que les islamistes, qui voulaient qui avaient des visées politiques qui étaient les leurs, ont trouvé en Heidegger un instrument parfait à utiliser. Encore une fois, avec l'antimodernisme, c'est un des plus grands penseurs de l'antimoderne qui donne la notion de postmoderne. Enfin, rapporter les deux, c'est un discours complexe qu'il faudrait faire, mais Barthes, que je mentionnais tout à l'heure, c'est un des grands théoriciens du postmoderne, qui a été aussi théorisé par le philosophe français Jean-François Lyotard et d'autres. Donc Heidegger, c'est un des grands philosophes critiques de la modernité. La modernité, qu'est-ce qu'ils entendent, ces gens-là, quand ils critiquent tous la modernité? La modernité, pour eux, c'est les droits de l'homme, les Lumières, c'est l'égalitarisme. Je vous disais qu'ils sont à fond inégalitaires, et en ça, ils se revendiquent tous nietzschéens. Je pense personnellement que Nietzsche est un des plus grands philosophes de tous les temps, hein, et il est mort bien avant que le fascisme, enfin pas bien avant, parce que le fascisme est apparu en 1911, et il est mort, lui, en 1900, mais enfin il a perdu la tête normalement en 1890.
Donc il ne s'est pas compromis avec les partis d'extrême droite. Par contre, il a une pensée qui se prête beaucoup plus facilement à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Nietzsche a écrit beaucoup de choses contre le socialisme, contre l'égalitarisme, contre les premières féministes. Donc ces penseurs-là, ils sont inégalitaires. Ils le disent explicitement, hein. Je vous dis ça comme ça, mais c'est pas de la calomnie que je fais. Hein. Ça, c'est un livre de 79 très important, un de leurs manifestes. Et ils montrent un de leurs... ça, c'est un des congrès du Grèce. Et le slogan, c'est « Contre le totalitarisme, contre l'égalitarisme, contre le racisme ». Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais de nos jours, ils ont gardé le truc du milieu, qui est contre l'égalitarisme. Par contre, ils ont changé, contre le totalitarisme, c'est contre l'antifascisme, au sens, les antifascistes sont des fous, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure de la photocopie de Foussard, qui dit les antifascistes, c'est des vrais fascistes. C'est un discours, je pense, que vous avez dû entendre souvent. Il est développé à fond. Et l'autre partie, contre le racisme, ils l'ont développé de manière similaire, ils ont dit, il n'y a pas plus raciste qu'un antiraciste. C'est-à-dire que les antiracistes, ils sont tellement sectaires qu'ils sont anti-blancs et... Enfin, il y a beaucoup à dire sur ce qu'a fait le Grèce, mais en tout cas, un élément qui n'a pas bougé, c'est contre l'égalitarisme. Or, disais-je, en parlant du point relatif à l'islam, l'anti-égalitarisme, c'est-à-dire la critique des Lumières, la critique de tout ce qui est devenu LGBT, féminisme et autres, c'est quelque chose de très profond chez l'extrême droite, et c'est quelque chose qui trouve des instruments de choix chez Heidegger. Bon, donc... ça nous a beaucoup surpris quand nous avons trouvé ces travaux qui montraient et qui renvoient, hein, on peut acheter les livres auxquels il renvoie et vérifier que ce qu'il dit tient la route. C'est-à-dire Saïd Qutb, un des fondateurs des Frères musulmans, il se revendique explicitement d'Heidegger. Tariq Ramadan, il se dit explicitement heideggerien. Khomeini, il a fait le groupe des Heideggeriens en 1978. Ahmadinejad et faisait partie du club des Heideggeriens. Bon, cette synergie entre islamisme et Heidegger, c'est, d'après nous, un scoop quand même. Et c'est quelque chose qu'il faut digérer, discuter. À gauche, la question de l'islamophobie ou autre étant gérée comme on peut, mais il y a l'impression qu'il y a de quoi développer une pensée un peu plus proche des défis du temps. Alors, ce que je dis là est très polémique, je suis prêt à en discuter. Polémique, j'entends, pardonnez-moi. Je le dis rapidement, alors qu'on peut y lire une charge stigmatisante contre les musulmans, c'est pas le propos, c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est, avec les amis, on veut être matérialiste au sens d'Althusser, c'est-à-dire ne pas nous raconter l'histoire, et il n'y a pas à se raconter l'histoire. L'islamisme, c'est une idéologie qui a une théorie, et sa théorie, on peut maintenant voir qu'elle a derrière Heidegger. Oui, mais il y a quand même plusieurs interprétations d'Heidegger. Peut-être sont-ils une fausse interprétation d'Heidegger? Non, enfin, bien sûr, mais non, ça a l'air d'être vraiment du Heidegger très proche de la lettre et très proche de l'esprit. Encore une fois, Heidegger, qui n'était peut-être pas arrivé quand je le disais, mais on en avait déjà discuté, je crois, ouais. Il y a des études qui semblent vraiment irréversibles, si j'ose dire, c'est-à-dire définitives. Miriam Mildenauer sur les archives du Troisième Reich qui n'étaient pas accessibles avant, et les Schwarze Heft et autres, qui semblent montrer qu'Heidegger a fait partie d'un groupe secret mais attesté, qui était le groupe pour la, c'est pas groupe, je ne trouve pas le terme, pour la philosophie du droit, qui a été chargé par le Troisième Reich de penser l'extermination des Juifs jusqu'au dernier. C'est un truc ahurissant. C'est un truc ahurissant. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure quand tu n'étais pas arrivé, ça veut dire que l'extrême droite classique, elle avait dans son camp des penseurs de premier ordre. Ce qui veut dire pragmatiquement que ça peut marcher à nouveau, vu qu'ils produisent beaucoup. C'est pas juste qu'on a tendance à se dire comment le nazisme a-t-il pu possible, c'était un tsunami, c'était un ensemble de causes improbables, la crise économique, l'acharnement des Français avec Clémenceau et autres. Oui, c'était des ingrédients. Mais un ingrédient qu'on a tendance à systématiquement pas voir, c'est qu'il y avait eu en même temps la fabrication d'une idéologie qui tenait la route, d'une vision du monde. Alors là-dessus, il y aurait beaucoup, nous avons beaucoup travaillé avec les amis, avec Hervé, avec d'autres, et on n'en parlera pas ce soir. Alors, on était au 8e scoop, est-ce que il est 7 heures, donc sinon ça nous laisse maximum une demi-heure. Est-ce que j'arrête et on discute ou... Alors, on a été au 8e scoop, donc il en reste 3. Le scoop numéro 9, mais je vous l'ai déjà mentionné, c'est que, je crois, c'est que
les réseaux dont je faisais partie au point 3, au scoop numéro 3, c'est-à-dire le scoop numéro 3, il disait l'extrême droite théorique ancienne était beaucoup plus forte au niveau théorique que ce que l'on croyait jusqu'à date récente. Non, attendez, c'est pas ça. Pardonnez-moi. Oui, oui, mais c'était pas ça que je devrais faire. Non, c'est référence au scoop numéro 4, qui était les réseaux politiques de l'extrême droite actuelle sont aplatis sur les réseaux théoriques. C'est-à-dire, paradoxalement, le rapport est inverse. Il y a d'abord les réseaux théoriques et après il y a les réseaux pratiques. C'est-à-dire que les alliances théoriques, elles sont faites, par exemple, entre l'Italie de Claudio Mutti, qui est un universitaire, je ne retrouve pas son livre, très influent, qui a une maison d'édition et qui est virulent. Bon, lui, il a fait une alliance théorique avec l'Iran, c'est-à-dire qu'il a concrètement, il va très souvent en Iran participer à des congrès, ce qui est le cas aussi d'Alain Benoît, hein. Ça, Victor Farias le montre. Et je vous mentionnais le fait que Dugin a été à un sens fabriqué, enfin, il a été coaché par l'extrême droite européenne. Chose qu'on peut voir même dans ce livre. Bon, ça c'est la version italienne, mais ce livre, c'est un truc incroyable, il a été fabriqué par un pool de personnes différentes. L'essentiel, c'est Dugin qui l'a fait. Mais après, il a donné apparemment relative carte blanche à des gens dont le nom est mentionné pour qu'ils complètent. Les notes, bas de page, sont faites par d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est ça qu'on n'a pas idée, nous. On n'a pas idée de ça. Chez nous, les penseurs d'extrême gauche, ils existent, mais ils se tapent dessus. C'est le jeu de la pensée. Là, ils ont une armée de pensée depuis 1958, où il y a de temps en temps des batailles d'ego et autres. Je mentionnais celle entre Mutti, qui est devenu musulman, et Faye, qui fait un livre anti-musulman. Mais grosso modo, c'est une petite armée qui pense de manière cohérente, unitaire. Voilà. Alors, donc je disais dans le point 4, pour en arriver maintenant au point 9, dans le point 4, je disais que les réseaux politiques d'extrême droite actuels sont aplatis sur leur réseau théorique. Alors, dans le point 9, en reprenant ce point-là, on peut ajouter, d'après ce qu'on croit avoir compris, que les réseaux du point 4 sont très développés au niveau mondial. Donc, scoop numéro 9, les réseaux théoriques de l'extrême droite sont très développés au niveau mondial. Je vous l'ai déjà mentionné, je crois. Hein. Par exemple, l'Iran est le nouveau havre des néo-nazis et des négationnistes. Ça, c'est assez bien développé par Farias. Jusqu'à date récente, il y a quelques décennies, le paradis des négationnistes était l'Amérique du Sud. On sait qu'il y a eu beaucoup de nazis qui sont partis à l'Amérique du Sud. Bon. Maintenant, c'est plutôt parti en Iran. Il y a eu les congrès mondiaux de négationnisme, c'est-à-dire pour dire la Shoah n'a pas eu lieu. C'est quelque chose de documenté, hein. On peut trouver les sites internet, on peut trouver les... Mais donc c'est passé en Iran. Donc ça c'est un exemple. Et c'est synergique, il y a des gens de tous les pays d'Europe qui vont... C'est pas si récent, hein, l'organisation de colloques négationnistes en Iran. Hein. Oui. C'est très rapide après la Révolution, hein, finalement. D'accord. C'est assez... Oui. C'est les années 80 déjà. Hein. C'est ça. Il y a la Syrie aussi. Mais tout ça, et dans le... En Syrie, il y a... Voilà, Syrie, on n'est pas au courant, mais très probablement. Bon, on ne connaît pas du tout les idées, on n'a pas encore vu les... Mais probablement, oui. Et quand je dis Amérique du Sud, je pense qu'il y avait des négationnistes, on a trouvé des livres je pourrais vous sortir le nom, de théoriciens sud-américains. J'ai oublié si c'est quelqu'un qui est venu d'Europe et qui a changé de nom, mais il y en a qui ont fait, on a la liste, hein, parce que notre travail consiste à trouver les auteurs et après aller voir tous les ouvrages, et dans la mesure du possible on se les achète, on se les procure les ouvrages et on les analyse. Donc au niveau de la couverture, on n'a pas encore de livre de cet auteur, mais il y a un auteur dont le nom m'échappe maintenant en Amérique du Sud et qui a écrit des trucs qui ont l'air d'être au niveau du titre négationnistes, c'est-à-dire qui tournent en dérision la Shoah. C'est le cas de Mutti. Il a écrit un livre, l'italien, Mutti, qui s'intitule Minima Holocaustica. Ça fait référence à Minima Moralia, je crois, d'Adorno ou autre. On n'a pas encore lu le livre, mais vu le titre et connaissant le bonhomme, on a l'impression de voir un peu à quoi ça va faire référence. C'est-à-dire qu'il va développer des arguments contre l'idée de Shoah. Il y a cette idée que la Shoah est une fabrication. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein, je ne pourrais pas aujourd'hui. Le deuxième point, on est dans le scoop numéro 9, qui dit que les réseaux du point numéro 4, les réseaux politiques aplatis sur les réseaux théoriques, enfin disons les réseaux théoriques sont très développés. Donc l'Iran est le nouveau havre
Et deuxième point là-dedans, c'est que la Russie et l'Iran investissent dans la déstabilisation des pays européens. Pour la Russie, ça fait des années que ça m'a l'air évident. Il faut savoir qu'on trouve sur Internet beaucoup de sites qui sont Internet, qui sont .ru, Russie. Beaucoup de think tanks sur Internet qui sont russes. Et on les trouve souvent dans le blog de Soral, Égalité et Réconciliation ou autre. Donc l'impression qu'on a, c'est que, je ne connais pas de travaux précis là-dessus, ça doit exister, il me semble que l'impression qu'on a, c'est que la Russie est très gramscienne. La Russie entretient la production, même à l'extérieur de la Russie, d'une opinion publique favorable à elle, qui se trouve être très souvent proche de Soral, etc. Alors, je rappelle que Soral a préfacé le livre de Dugin, ce livre-ci. Pas dans mon édition italienne, mais l'édition française, si jamais vous la lisez, vous la procurez, la préface est faite par Alain Soral. Mais en fait, il a préfacé l'édition internationale. Et comme il y a plusieurs éditions de ce livre, c'est un truc un peu compliqué, dans la mienne, il n'y a pas. Mais pour vous dire que les rapports... mais l'impression, c'est que, et cette impression nous vient par... c'est une découverte qu'on a faite à notre atelier, apparemment, il y a un rapport très fort avec l'Iran. Donc, il y a une forte vraisemblance que l'Iran aussi joue ce jeu-là. Il investit pour faire du bruit, confusionnisme ou... Alors, tous ces points-là, il faudrait les... C'est une accusation grave de ma part, donc il faudra prendre le temps d'essayer de vérifier. Nous n'y manquerons pas. Le deuxième point, avant-dernier, c'est que l'extrême droite pousse, par Heidegger, vers la théorie de Schmitt, avec bonne paix, comme on dit, pace en latin, de l'islamisme. Et la théorie de Schmitt, Carl Schmitt, le grand théoricien du nazisme, avec Heidegger, il a théorisé plein de choses. Mais une des choses qu'il a théorisées, c'est les relations internationales. Encore aujourd'hui, c'est un des grands penseurs des relations internationales. Et ce qu'il a théorisé, c'est la doctrine des grands espaces, qui a une petite consonance avec le Lebensraum pour Hitler, qui a été théorisé par quelqu'un d'autre. Mais donc la théorie des grands espaces, tout à l'heure je vous disais que l'extrême droite européenne, c'était un des scoops, pousse vers l'empire euro-asiatique, avec explicitement le tutorat de Poutine. Ils invoquent explicitement, ils disent pour nous défendre des États-Unis qui sont la racine du mal, avec derrière les juifs, etc., il faudrait que Poutine nous défende. Il faudrait que Poutine nous défende. Bon. Donc, dans ce 10e point, le scoop consiste à sensibiliser sur le fait que l'extrême droite, quand elle développe Heidegger, et là il me manque un argument, elle pousse en réalité, je crois que c'est la critique qu'on peut faire par Heidegger de la Société des Nations, enfin l'ONU, du droit international, des droits de l'homme, de ces choses-là. Tout ce qu'ils appellent la modernité. Ça marche très bien avec la doctrine des grands espaces. Donc il y a l'idée qu'il y a, enfin Dugin le dit explicitement, hein, mais Mout et d'autres le disent explicitement aussi, il y a beaucoup de livres en langue française aussi là-dessus. Ils disent qu'en fait, il n'y a pas de vérité absolue, et donc la chose la plus juste pour la planète et pour les civilisations, c'est que chaque grand espace se gère tout seul, et qu'il faut qu'il y ait un équilibre de ça. Un exemple typique, c'est Poutine par rapport à l'Ukraine. La position russe est très cohérente avec ça. Poutine il dit, l'Ukraine c'est ma zone d'influence, donc foutez pas votre nez là-dedans, c'est mes affaires. Moi je ne viens pas vous embêter sur l'Espagne, la Catalogne ou quoi, donc laissez-moi faire. Ça c'est opposé à une doctrine entre guillemets moderne qui serait d'inspiration, j'oserais dire, kantienne et d'autres, au niveau philosophique, je dis peut-être des bêtises, Florence me corrigera, mais qui a plutôt une idée cosmopolitique du droit et de la politique. Alors ça c'est un des grands arguments de l'extrême droite, ils sont farouchement anti-cosmopolites. C'est l'opposé de l'enracinement. L'enracinement. Alors le livre, un des livres du philosophe de référence de Marine Le Pen, dit-elle, je doute qu'elle en ait lu beaucoup, vu la complexité du livre, désolé Madame Le Pen, mais c'est de Francis Cousin, Lettres contre la voix, qui est du rouge-brun, enfin c'est un brun-brun, mais c'est un piège à rouge-brun. C'est un livre qui mélange, pour aller vite, l'ami de notre groupe qui est spécialiste de ça, c'est lui qui étudie ça, il n'est pas là en ce moment, qui mélange, pour aller vite, Marx, Heidegger et Debord. Donc c'est très troublant pour des gens d'extrême gauche qui liraient ça, parce qu'il y a beaucoup de Debord dedans, et le mec il maîtrise. Il y a beaucoup de Marx, sauf qu'il y a aussi beaucoup d'Heidegger. Et je vous disais, c'est quelque chose qu'il faudrait expliquer, enfin raisonner, mais le mélange de Marx et d'Heidegger,
C'est l'explosion en revue immédiate. Alors je vous montre ce livre, pourquoi? Par rapport à ce que je disais, cosmopolitisme, enracinement. Ben, le logo de la maison d'édition, à mon avis, il ressemble beaucoup à une croix gammée, mais c'est un point qui sort de Racine, et au-dessus du point, il y a marqué « Le retour aux sources ». Entre parenthèses, ça, à mon avis, ça ressemble beaucoup à des svastikas, sauf qu'il y a 3 branches. Alors pour la caméra, pour l'amusement, on parlait de trucs, j'aimerais quand même montrer, j'ai fini hein, pratiquement, mais au niveau de l'iconographie, alors ça c'est un grand classique de pensée d'extrême droite, c'est un livre de 1900, j'ai oublié, des années 80 il me semble, 82, et qui a été fait par un gars dont on peut voir sur internet ou ailleurs que c'est un néo-nazi de folie, j'ai son livre, hein. C'est naturalisé allemand. Et donc voilà, j'ai oublié les livres, ils sont là. Donc Pierre Krebs, c'est vraiment un néo-nazi, lui, le doute ne se pose pas, vous allez sur son site, il est atroce, hein, tousles.org, donc In Kampf um das Wesen, en lutte pour l'essentiel, et bon. Et lui, il a dirigé ce livre qui est très important, il y a des articles des plus grands théoriciens d'extrême droite, dont l'italien Giorgio Locchi, qui est à mon avis le plus grand théoricien d'extrême droite, bien plus important que Alain de Benoît. Mais si vous voyez le logo c'est très clairement une croix gammée arrondie. Bon, c'est un argument par l'image, hein, c'est tout petit, mais on pourrait faire beaucoup plus. Mais... Alors ça c'est un livre de Terracciano, qui est un grand théoricien d'extrême droite italien, décédé, né en 1948, c'est un peu la génération, hein, ils sont tous nés vers 1949, enfin pas tous, mais beaucoup d'auteurs là. Et alors, il a fait beaucoup de livres qui ont des couvertures qui passent. Bon, là-dessus, il s'est un peu lâché, je pense. Géopolitique fasciste. Alors, il faut lire le contenu et voir, mais c'est un petit livre qu'il faut vraiment aller s'acheter. Nous l'avons fait. Et pour vous dire qu'à certains moments, ils enlèvent le masque. Et ça, c'est un livre de Rimbotti, qui est un théoricien très fin, très très fin. C'est un chevelu, spécialiste, entre autres, de musique pour les jeunes, musique d'avant-garde, mais musique électronique ou autre. Et c'est un néofasciste, néo-nazi enragé, je répète, un écrivain très fin. Alors, pareil, il a fait des livres avec des couvertures diverses et variées. Bon, dans certains, il y a quand même Hitler en armure, mais celle-ci m'a l'air assez explicite. Hein. Enfin, c'est les symboles fascistes, la croix... Alors voilà, j'ai perdu le fil, pardonnez-moi. On était dans les scoops, il en manquait un, il me semble. Le 11e. Et le 11e, c'est... Donc le 10e, je vous disais, c'est que... Doctrine des grands espaces. Voilà, les espaces, merci, c'est ça. Et le 11e dernier, mais c'était quelque chose pour les journalistes, hein, il y a beaucoup plus de choses à dire. C'est qu'au niveau parlementaire, la cible principale, après que la gauche a été absorbée, de même que la droite, par l'extrême centre, ça c'est quelque chose qui est en train de se faire. Ça a été théorisé par Chantal Mouffe, dans des livres à la fin des années 90, début des années 2000. C'est théorisé par différents penseurs, très importants. Donc la gauche est en train de disparaître, la gauche c'est-à-dire le PS. Mais la grosse bataille en ce moment, enfin, d'après ce que nous croyons comprendre, bataille cruciale, elle est sur l'extrême gauche. C'est-à-dire que l'extrême centre il se porte assez bien, même s'il est en train de se fabriquer, et même s'il ne fait pas bander grand monde. Il a de son côté l'apparence de raisonnabilité, c'est-à-dire nous, on ne fait pas de conneries, on n'est pas populiste. Et il a une grosse production idéologique. L'extrême droite est en train de monter, l'extrême gauche est en train de mourir. Donc la grosse bataille, elle est, d'après ce que nous croyons comprendre, avec l'extrême centre et l'extrême centre qui sont en train de faire la peau à l'extrême gauche. Et c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus favorable, je crois, enfin nous croyons, à l'extrême droite. Parce que ça semble beaucoup plus vraisemblable, alors je vais dire quelque chose qui va choquer, déplaire ou quoi, mais des militants d'extrême gauche complètement écœurés, désabusés, etc., apparemment peuvent basculer beaucoup plus facilement dans l'extrême droite, moyennant des passerelles rouges-brunes qui mettent de côté les choses qui fâchent le plus, mais qu'à l'extrême centre. Donc voilà, ça c'est le dernier scoop, mais il faudrait rentrer dedans, mais c'est un peu la situation que nous trouvons. Donc, il est 7h15, donc j'arrête là. J'ai fait ce que j'ai pu. Je
ne sais pas si c'était, mais je vous remercie beaucoup. Pour nous, c'est très important. Donc, si vous voulez bien, on peut essayer dans le petit quart d'heure qui reste de faire la question-réponse. Ça vous dit? Moi, une question que je me pose, c'est par rapport à certains auteurs que je connais ou que je vois sur des vidéos. Par exemple, dans quel camp, par rapport à tout ce que tu viens d'expliciter, là, tu rangerais quelqu'un comme Jean-Claude Michéa qui s'inspire d'Orwell, par exemple? Nous ne l'avons pas encore travaillé, Michéa, donc les gens disent en Rougebrun, on ne l'a pas encore. Moi je ne peux pas prononcer là-dessus. C'est très intéressant. Je peux pas me prononcer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, par d'autres capteurs, m'apparaissent rouge-brun. La question rouge-brune. En ce moment, l'extrême droite est en train d'utiliser Pasolini pour dire, comme Foussard, je vous ai montré tout à l'heure, le fascisme n'est plus. C'est ce que dit Kluskar, qui était un penseur communiste, qui a été repris à fond par Soral. Donc Kluskar, c'est un petit livre sur Kluskar, aux éditions Delga. D'après notre analyse, les éditions Delga filent un très mauvais coton rouge-brun, comme beaucoup de marxistes pur jus. Et le livre, il commence par une citation de Pasolini. Alors, la théorie de Kluskar, c'est une théorie du néocapitalisme, qui arrive à dire, par un raisonnement complexe et profond, que le néocapitalisme, c'est un néofascisme. Le néocapitalisme, c'est le capitalisme tel qu'il se fabrique après mai 68. Et d'après eux, d'après Kluskar, grâce à mai 68. Donc mai 68, c'est une apparence de libération de gauche. Et en fait, c'est la fabrication d'une nouvelle forme de consommation qui vient aider le capitalisme qui sinon commençait à battre de l'aile. C'est un peu quelque chose comme ça que dit Jean-Claude. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et le livre, donc sous la responsabilité d'Aymeric Monville, qui est apparemment un Kluskardien, le livre commence par une citation de Pasolini, qui en gros dit le fascisme n'est plus. Être antifasciste, c'est une connerie. Là, le vrai fascisme, c'est le néocapitalisme. Alors, il y a beaucoup de gens à gauche qui disent ça. Alors, notre analyse, c'est que Pasolini, qui était un génie, a écrit ça en 73. Il est mort assassiné, je crois, en 75. Au passage, éjecté par le Parti communiste. Il est passé au Parti radical, éjecté par le Parti communiste parce qu'il était homosexuel et obscène dans ses films. Petit rappel pour les jeunes générations qui ne savent peut-être pas forcément ces choses-là et qui ont tendance à croire que l'extrême gauche est totalement libertaire. Non, dans ces années-là, l'extrême gauche était horriblement réactionnaire. Mais en tout cas, Pasolini est mort en 73 et 75, pardon, merci. Mais ça, c'est dans les écrits corsaires, c'est, je crois, de 73. Cette affirmation. Quelle est l'explication? Pasolini, de même que Kluskar plus tard, mais Kluskar c'est grave qu'il ait fait l'erreur parce qu'il a fait beaucoup plus tard, il n'a pas vu quoi? Il n'a pas vu le Grèce. Le Grèce a commencé en 68 et il a gagné sa grande bataille, ça c'est un point capital historique de l'histoire, c'est que le Grèce, 10 ans après sa création, grosso modo, en 1979, a été attaqué médiatiquement. C'est raconté dans ce livre ainsi que dans un livre d'Alain Benoît, de la même année, 79. Et ils ont réussi, en s'organisant, à pondre des livres, dont celui-ci et dont un autre, pour se défendre. Donc ils ont été attaqués par des gens qui disaient « vous êtes des fachos ». Et ils ont sorti, grâce à tout le travail qu'ils avaient fait, Gramscien, dans le Grèce, c'est-à-dire dans les choses que rapportent ces photos-ci, ça c'est un livre de présentation de Grèce, ils ont réussi à gagner la bataille. C'est-à-dire que médiatiquement, ils ont réussi à écarter l'idée qu'ils étaient des fascistes. Et à partir de 1979, année dans laquelle, d'après ce que raconte Alain Benoît et Pierre Bial, ils ont eu plus de 500 articles dans tous les médias, y compris dans Playboy, des gens qui venaient les attaquer. Ils ont gagné cette bataille-là, idéologique. Et à partir de là, s'est imposée dans la culture française l'idée qu'il existait une nouvelle droite, avec un grand penseur qui était certes d'extrême droite, mais Alain Benoît. Bon, tout ça pour dire que, d'après ce que nous croyons comprendre, Pasolini n'a pas vu ça. Et de même qu'un très grand critique italien qui s'appelle Fulvio Iesi, qui est vraiment un auteur très important pour penser l'extrême droite. Mais Iesi non plus, il ne s'est pas perçu que l'extrême droite devenait très puissante. Donc il décrypte plein de choses fondamentales de l'extrême droite, par exemple italienne, et c'est grâce à lui qu'on a pu voir que Mircea Eliade, un intellectuel très connu, était nazi jusqu'au fond, et il est resté nazi même après 1945. Mais enfin, Fulvio Iesi, qui était un critique de l'extrême droite, et Kluskar, et Pasolini et d'autres, n'ont pas vu que le Grèce avait réactivé l'extrême droite. Et de ce fait, ils sont restés à l'idée que l'extrême droite était un truc tellement marginal et condamné à mourir, des gens qui pouvaient au plus faire des attentats, qu'ils se sont dit, bon, le fascisme, c'est une catégorie politique inopérante.
Donc les gens qui s'attardent à utiliser ça, ils perdent le truc. Maintenant, la seule cible, c'est le capitalisme. Là-dessus, ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'après 1945, le capitalisme était très fort. L'extrême droite, ce qui en restait, c'est allié au capitalisme. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, à tout prendre, même si nous détestons les États-Unis, l'Union soviétique, c'est tellement horrible qu'on va devenir pro-américain. Donc l'extrême droite, elle est largement devenue pro-américaine. Services secrets et autres. Sauf qu'à partir de 1968, une partie de l'extrême droite a commencé à se redévelopper. Et c'est là où nous en sommes. Nous avons maintenant le camp capitaliste, qui est appelé extrême centre, qui est en train de bouffer les sociodémocrates et les libéraux, l'extrême droite qui s'est recréée, et l'extrême gauche qui est un peu, entre autres, l'intermondialisme à la nuit debout et autre chose, qui existe, mais qui, d'après nos analyses à nous, se porte très mal. Mais nous sommes là pour renverser la tendance. Donc voilà, pardon pour la question. Micha, nous ne l'avons pas encore étudié, mais il semble se rapprocher de Kluskar et... Alors moi j'ai une question qui rebondit sur celle de Madame et qui rejoint le 7e point que tu as abordé. Non, pardon. Enfin, j'ai peut-être mal noté, mais Heidegger a tué la gauche philosophique. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a été le colistier de Kluskar, Dominique Pagani, qui agit beaucoup sur Internet et qui a une pensée assez intéressante et qui montre comment Deleuze, notamment, a été stérilisé, effectivement, d'un point de vue marxiste, hein, lui c'est un marxiste pur, par Heidegger. Et lui est très au fait du Grèce, et très au fait justement de la question de la nouvelle droite. Et je voulais savoir si sa critique, tu la connaissais, ton point de vue Alors, je sur connais pas... le néo-clouscardisme non soralien, on va dire. Je connais pas... Parce qu'il est très anti-soralien. Je ne le connais pas, donc je te remercie beaucoup. Après, je vais prendre la référence. Par contre, d'après nos analyses, on ne peut pas trop reprocher à Deleuze d'être heideggerien. Deleuze, c'est un des très rares penseurs qui vraiment s'est immunisé d'Heidegger. Il n'a pas été hegelien et il n'a pas été heideggerien. Bon, il faut discuter, hein, mais c'est vraiment un des auteurs qui ne l'est pas trop. Du coup, voilà, à ce niveau-là de l'analyse, j'aurais tendance à ne pas le suivre. Et d'après ce qu'on a cru voir, les penseurs qui se disent vraiment marxistes, ils sont, d'après nos analyses, très mal équipés sur ces questions-là. Parce qu'ils ont toujours cette idée que l'essentiel a été dit par Marx. Or, d'une part, la dialectique explose, mais ça c'est un point qu'il va falloir publier et montrer, mais pas pour les mauvaises raisons qui étaient données par Popper, la philosophie analytique et autres. Ça c'était une très mauvaise critique de la dialectique, qui fait que les pro-dialectiques peuvent se dire instamment « Ah merde, Popper et autres, laissons tomber ». Non, le malheur c'est que ce genre de critique-là est beaucoup plus forte. Ça, plus des choses qui s'appellent les mathématiques, théorie des catégories, et ce sont des choses qui sont prises par Badiou, non pas ça. J'ai eu moyen de parler de ça à Badiou, une des rares fois où j'ai eu la chance de le rencontrer. Mais donc il y a une extrême gauche qui prend les mathématiques pour mettre à la place de dialectique et pour se protéger d'Heidegger. C'est également le cas de Badiou, qui s'est beaucoup influencé d'Heidegger en un sens, mais qui a substitué à l'idée de pas en arrière d'Heidegger chez Tsuruk la notion de soustractif. Et c'est ce qui, d'après notre analyse, rend Badiou très fort et bien immunisé par rapport au rouge-brun. Là où si tu prends quelqu'un comme André Tozel, on doit encore l'étudier, mais sa notion de communisme de la finitude nous donne la chair de poule. Parce que ça ressemble beaucoup à un mélange de communisme et de conceptualité plus ou moins heideggerienne, c'est vérifié. Hein. À ma connaissance, Tozel n'était pas vraiment heideggerien, mais bon, c'est une manière peut-être détournée de te répondre, excuse-moi. Mais je te remercie beaucoup, je ne connais pas. Mais des gens comme Arsène Japp ou autres, qu'on nous a montré, Il a un librairie tropique, tout ça. ils ne paraissent pas très convaincants. Et il faut en aller voir. D'autres questions? Vous nous foutez dehors, hein, il y a des choses là, on sort. D'accord, merci beaucoup. Et donc, si vous voulez encore. Ah. Dans 5 minutes. 5 minutes, merci beaucoup. Une question Voilà. sur le plan économique pour les gens qui suivent le débat politique de l'extrême droite. Le Pen était pro-libéral économiquement et Marine Le Pen a évolué vers le social à fond. Alors comment tu peux, par rapport aux théories, tout ça, moi je ne sais pas là au début. Alors, mais... si on prend les théoriciens, c'est une question qui a l'air importante et complexe, mais en tout cas, dire les fascistes c'est des réactionnaires, c'est une connerie monumentale. Les fascistes c'est des révolutionnaires. Ça on n'aime pas, mais les mathématiques montrent que c'est... Enfin, excusez-moi, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais alors, ça pour dire que dans la tradition fasciste et nazie, c'est une question compliquée. Ils ont eu des alliances capitales et autres.
Mais dans leur doctrine, qui avait des voix discordantes, ils ont pour beaucoup une critique, dans la critique de la modernité, qui est aussi une critique du fonctionnement économique. À quoi ils ont donné des réponses qui étaient les leurs, qui ont consisté souvent à des bidouillages avec des choses prises au marxisme. Bon, la théorie officielle économique du fascisme, pour aller vite, c'était le corporativisme, quelque chose de cet ordre. Les nazis en avaient une autre. Donc la question économique est très importante. Moi j'aurais envie de t'envoyer un boomerang, non, amical, mais pour dire qu'à mon avis, la question économique elle est cruciale par exemple à l'extrême gauche, et c'est un des points sur lesquels le marxisme empêche de penser. Par exemple, le marxisme actuel empêche qu'on prenne au sérieux des gens comme Paul Jorian, comme Steve Keen, qui ont l'air d'être des gens qui sont vraiment en train de comprendre l'économie. Haro absolu sur Piketty alors qu'il offrait des instruments intéressants et qu'il aurait pu être président de la République à la place de Macron. Il y a eu un blocage absolu de leurs dons sous contexte Piketty, on ne comprend rien à Marx, il ne comprend rien à la pensée dialectique. Je dévie, excuse-moi, ta question. Il faudra peut-être qu'on y aille, vous avez dit 5 minutes. Je suis désolé, j'ai assez peu de temps pour les questions-réponses, mais en tout cas on peut continuer après à aller là. Une petite remarque par rapport à la question, c'est que enfin, moi ce dont j'ai un peu l'impression, c'est que pour l'extrême droite, le domaine économique est un petit peu accessoire par rapport au domaine culturel et au domaine politique. Pour eux, ce qui prime, c'est vraiment le politique et le culturel, et l'économique, à la limite, que ce soit du capitalisme, du socialisme, ou un mélange des deux, ou un peu tout et n'importe quoi, c'est un peu de la contingence, de l'accessoire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et il y a tout un chapitre dont nous n'avons pas parlé qui est très important, qui est celui des armes théoriques abstraites. Et ce schéma-là, il est hallucinant. Il y a une répartition des armes théoriques abstraites qui est grosse comme une maison. Pour aller vite, à l'extrême gauche, on a la dialectique et les structures, les structures mathématiques. C'est plutôt Badiou, ça, la dialectique. Et il y a une lutte entre les deux, féroce, qui était déjà à l'époque du structuralisme et qui est encore maintenant. Et ici, il y a une seule structure qui est la structure opposition, mais binaire, c'est-à-dire qui ne connaissent pas la géométrie des oppositions, l'extrême droite. Et c'est ce qui s'appelle la pensée mythopoïétique, qui fait quoi Heidegger, l'autre pensée, des choses comme ça. Et à l'extrême centre, ils ont, ça a l'air vraiment clair et net, la structure réduite à la structure déduction. C'est ce qui s'appelle la logique mathématique, interprétée à un sens très violent, qui est celui qu'on appelle le logicisme, et qui marche très bien avec leur économie et avec leur anthropologie, simpliste. Donc la complexité, bon voilà, j'y fais juste allusion, mais c'est un point capital dans ce que nous avons cru comprendre qui est vraiment apparemment vérifiable. C'est-à-dire qu'il y a une répartition des rôles, il y a une répartition semblable à un niveau moins abstrait, au niveau des théories du mental. À gauche, c'est plutôt la psychanalyse lacanienne ou autre. À l'extrême droite, c'est Jung, la pensée archétypale. Et à l'extrême centre, c'est cognitivisme, intelligence artificielle. Quand vous lisez les livres, c'est clair et net. Hein. Vous n'aurez pas de cognitivisme là-dedans, vous n'aurez pas de Freud, Lacan et autres. Vous aurez Jung. Etc., etc. Donc pour vous dire que, de notre point de vue à nous, la guerre idéologique est en train de faire rage. Il y a au moins ces trois polarités-là. Nous n'avons pas parlé d'écologie et d'un discours capital et complexe pour voir où est-ce qu'elle se situe ou quoi. Mais en tout cas, il y a au moins ces trois polarités-là qui s'entretuent, et la polarité de gauche est très mal barrée si elle n'a pas une réflexion forte sur ces choses-là, et douloureuse, c'est-à-dire si elle n'est pas capable de faire une réflexion rouge-rouge, par exemple dans le sens de ce que propose Badiou. Ce qui ne veut pas dire prendre tout Badiou, mais Badiou, tout en étant très marxiste, il a dit le marxisme ça ne marche pas. Et il a développé toute sa théorie qui utilise les mathématiques contemporaines, qui est très fantastique et qui marche, entre guillemets. Mais il a fourni une théorie de la révolution, du communisme, de tout ce que vous voulez, qui n'a pas besoin de dialectique. Bon, il faut qu'on y aille vraiment. Merci beaucoup à Théo et aux étudiants en défense à fac, sauf ta fac, que nous soutenons dans la mise.